Paramètres du module. Onglet Calendrier de paye. Alors tout d'abord, pour accéder aux paramètres du module, nous devons aller dans le menu tout en haut dans Ressources humaines, Paramètres. La fenêtre de paramètres va s'ouvrir. Regardons ensemble le premier onglet, Calendrier de paye. Alors ici, nous avons en fait l'indication que les payes sont versées aux 2 semaines, puisqu'on voit le paramétrage ici a été mis à 26 périodes. Certaines d'entre vous sont peut-être à 52 parce qu'à chaque semaine, ils font des payes. Nous avons en comptabilité tous les autres choix de périodicité au niveau des payes. Le plus populaire, c'est aux 2 semaines à 26 périodes. Alors, advenant que ça changerait chez vous, c'est ici qu'il faudrait le modifier. Si on décide de passer nos payes à la semaine aux 2 semaines, on va venir changer ici le 52 pour 26. Je vous invite à vérifier toujours avec votre comptable avant de faire ce genre de changement-là, puisqu'il peut avoir un impact comptable au niveau des relevés, entre autres. Ensuite de ça, on a l'information sur combien de jours après la période la paye va être versée. Dans mon cas, c'est 5 jours. Juste en dessous, on voit le calendrier de paye. Donc, par exemple, moi, je suis rendu à quelle paye? Je suis rendu à la paye du 17 mai au 30 mai. Et on peut voir sous la colonne versée que c'est 5 jours après la fin de la période. 5 jours après le 30 mai, donc ce qui donne le 4 juin. Ce qui se trouve à être les jeudis dans mon exemple. Alors, advenant que vous décidez de changer ça, par exemple, vos payes sont versées habituellement les mercredis, puis vous prenez la décision que dorénavant, vous aimeriez que les payes soient versées les jeudis, au lieu d'avoir 4 ici, par exemple, ou dépendamment là, de quelles sont vos périodes, on peut venir augmenter ou diminuer le nombre de jours que la paye sera versée après la période. Encore une fois, c'est bien d'en parler avec votre comptable à ce niveau-là, parce que ça peut avoir un impact sur le nombre de payes versées dans l'année et avoir un impact sur le salaire annuel, sur les relevés 1 et T4 de vos employés. Ça va pour ça. Donc ici en haut, on pourrait modifier l'information au besoin, mais on comprend qu'on ne fait pas ça sans en parler à notre comptable. Dans la partie centrale, on voit les périodes telles que je venais de le mentionner et on a des colonnes. On a la colonne paye où on voit il y a des crochets sur les périodes où la paye a été calculée et versée. On ne peut pas venir mettre des crochets ici. Okay? C'est au moment où vous avez fait l'action, comme dans la formation Ressources humaines 1, on va voir comment faire une paye. On va faire l'exemple, nous, de la paye du 17 mai au 30 mai. On est rendu à cette paye-là dans notre, disons, appelons-le notre service de garde fictif, versé le 4 juin. Donc, quand la paye sera faite, automatiquement, des petits crochets vont venir se mettre ici. Alors, en fait, ici, c'est un tableau visuel de où on est rendu dans nos opérations, si on veut. On peut voir où on est rendu dans nos payes. Même chose pour les remises. Ici, on a les remises fédérales, provinciales, qui sont les remises gouvernementales. Donc, les petits crochets vont venir se mettre ici une fois que l'action de payer les remises auront été faite. On reviendra voir pour le fun, une fois qu'on va avoir vu la notion de payer nos remises, on va venir revoir ici. Les petits crochets vont s'être mis automatiquement pour le mois où on aura fait nos remises. La colonne RR, c'est pour les remises aussi, mais du régime de retraite. Pour les garderies qui sont subventionnées, les CPE, vous avez la cotisation, les employés cotisent au régime de retraite. Donc, même chose. Une fois que vous avez fait votre procédure pour payer vos remises, un petit crochet va venir se mettre ici. Et pour ceux qui sont syndiqués, la colonne SYND, c'est la même chose. Quand vous avez fait l'action de vos remises, des petits crochets vont venir se mettre ici. Alors, ce sont les plus populaires. Ensuite, il y a d'autres types de remises possibles qui peuvent être gérées par le logiciel. Par exemple, l'association des cadres des CPE pour absolument la directrice qui en est membre, où elle pourrait cotiser à chaque paye un petit montant. C'est plutôt rare. Habituellement, elles vont payer pour l'année au complet leur cotisation. Donc, pour cette raison-là, on utilise très rarement les remises de l'association ici. Pour les garderies privées non subventionnées,
il y a la possibilité de gérer le RVER, qui se trouve à être le régime volontaire d'épargne retraite. Pour les subventionnés, on n'a pas ça parce que, ou très rarement, là, on le voit très rarement parce que les employés cotisent déjà au régime de retraite Mondeau-Chapelle. Mais pour les garderies privées non subventionnées, on va voir qu'on peut indiquer un pourcentage de cotisation que l'employé a choisi de cotiser. Alors, à ce moment-là, le logiciel peut gérer aussi les remises volontaires d'épargne retraite. Même chose pour les REER. On peut voir ça dans certains services de garde où il y a des employés qui vont cotiser au REER de la FTQ ou de la CSN, Fonds d'action. Alors, le logiciel permet aussi de gérer les remises. Donc, nous, aujourd'hui, dans la formation, ce qui est prévu de voir, c'est plus loin, on va voir les remises gouvernementales, provinciales, fédérales, syndicales et régimes de retraite. Le principe est très, très similaire pour les autres types de remises. On ne verra pas tous ces autres types de remises, mais la procédure est pratiquement la même. Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là où vous gérez d'autres types de remises qu'on voit plutôt exceptionnellement, la procédure est la même, avec le même assistant. Il s'agit de faire les bons choix lors de l'assistant. Dans la partie du bas, on parle de régularisation. C'est une notion qui est plus abordée dans la formation finance. J'en parle quand même ici où on peut demander au logiciel de faire les régularisations lorsqu'il y a un chevauchement entre 2 mois à l'intérieur d'une paye pour aller répartir les dépenses de paye dans la bonne période. À vérifier avec votre comptable, beaucoup vont le mettre à jamais. Et c'est là où la comptable qui va faire des écritures de régularisation à ce moment-là. Il y en a qui le font faire à la fin de l'année financière, une fois par année, pour le chevauchement des 2 années, et d'autres à chaque période. Mais encore une fois, on en discute avec notre comptable avant de mettre en branle ça pour pas que ça se fasse en double, par exemple. Alors voilà, il n'y a pas vraiment d'autres actions qu'on peut faire à l'onglet calendrier de paie. C'est vraiment un tableau visuel de où on est rendu dans nos opérations. Si par exemple j'ai ma collègue qui s'occupe de faire la paie puis elle tombe en congé de maladie, ben je peux venir jeter un œil ici. C'est moi qui la remplace, par exemple, dire est-ce qu'elle avait fait ses remises provinciales, fédérales? Non. OK. Bon, elle n'a pas eu le temps de les faire avant de quitter en congé de maladie. On va s'en occuper, etc. Par exemple. Alors voilà, ça termine pas mal toute l'information qu'on avait à voir ici dans l'onglet calendrier de paye. Onglet journée spéciale. Allons voir maintenant le deuxième onglet, journée spéciale, juste à côté de calendrier de paye. Alors c'est ici qu'on va venir mettre nos journées de fermeture, principalement les fériés. Alors par exemple ici, habituellement, on peut venir une fois par année mettre nos fériés pour l'année au complet. Alors, on a les semaines. Donc, par exemple, si je veux venir mettre un férié le lundi 24 mai, je vais me positionner sur la semaine du 24 mai et j'ai mes 7 jours de la semaine ici. Alors, j'ai 3 choix, fériés, pédagogiques, fermés. Très rare qu'on va utiliser pédagogique fermé. C'est vraiment dans des cas fermés, par exemple, où on ne veut pas qu'il y ait de rémunération qui soit donnée aux employés exceptionnellement dans des situations peut-être plus de force majeure où on doit fermer et que personne ne reçoit de rémunération, on peut mettre fermé. Pédagogique, je vois rarement l'utilisation de ce code-là. Donc, c'est vraiment le férié. Pourquoi on vient mettre le code F pour férié ici? C'est pour permettre au logiciel d'obtenir l'information et d'être en mesure de calculer l'indemnité de congé férié pour chaque employé, selon leur situation. Quand on va voir plus tard dans la formation la création du dossier d'un employé, on va voir qu'il y a un paramètre pour chacun d'entre eux où on peut indiquer c'est quoi son indemnité de férié. Est-ce que c'est selon son horaire régulier, cet employé-là? Est-ce que c'est 1/20 des heures travaillées les 4 dernières semaines, par exemple? Alors, c'est un choix qu'on doit indiquer dans chaque dossier employé. Par la suite, le logiciel va procéder automatiquement lors du calcul de paye en fonction de ce qui aura été mis dans le dossier des employés. Alors ici, bien, on vient mettre nos fériés. Par exemple, je pourrais mettre la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, 23-24 qui tombe le jeudi. On a une confirmation. Est-ce qu'on veut l'appliquer à tous les calendriers?
Même chose pour la fête du Canada, et etc. Alors, on peut venir les mettre d'avance ici. Alors, un bon réflexe, c'est avant de faire une paye, lorsqu'on sait qu'il y a un férié dans la paye qu'on s'apprête à faire, ben, juste de venir jeter un petit coup d'œil avant que notre férié ait été bien mis. Si ce n'est pas nous, surtout, qui avons cette responsabilité-là, ça peut être un ou une collègue. Dans tous les cas, on a intérêt à venir vérifier avant de lancer le calcul de paye. Petite parenthèse pour ceux qui auraient plus d'un type de calendrier. Dans la grande majorité des cas, tout le monde a les mêmes journées de fermeture, tous les employés, puis on a juste besoin d'un calendrier de fermeture, comme c'est mon cas ici. Moi, je me suis créé déjà au préalable 2 calendriers. Un calendrier pour mes employés occasionnels et un pour mes permanentes. Exemple, mes permanentes, ils ont 13 fériés, puis mes occasionnels, selon certaines règles syndicales peut-être ou conventions, ben eux ont moins de fériés. Alors, vous pouvez vous créer des calendriers. Un que j'aurai un certain nombre de fériés, un autre où j'aurai un certain autre nombre de fériés. Ici, on peut choisir le calendrier, mais on ne peut pas le créer. Okay? Donc, pour le créer, si vous voulez prendre note de ceci, pour créer un deuxième calendrier au besoin, et je répète, c'est pas dans la grande majorité des cas que vous aurez à le faire, ça sera à l'onglet « Liste déroulante », toujours dans les paramètres ici. Alors, c'est ici à l'onglet « Liste déroulante » que vous pouvez, clic droit, ajouter 2 calendriers au besoin. Tout le monde en a un par défaut, il s'appelle Général, mais on peut les renommer ici et en avoir plus qu'un au besoin. Alors, clic droit ajouter. C'est bien? Alors, sinon, dans la plupart des cas, c'est un seul calendrier principal. Alors, on comprend que dans le dossier des employés, si on a créé plus d'un calendrier de fériés, ben, on devra indiquer pour chacun des employés. Est-ce que cet employé-là, c'est les fériés employés permanents ou employés occasionnels? Là, moi, c'est un exemple ici. Là, je les ai nommés comme ça, mais vous-même, vous pouvez les nommer différemment au besoin. Alors voilà, donc c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire ici concernant les journées spéciales. Juste de comprendre pour ceux qui gèrent aussi le module service de garde pour les enfants, ben c'est 2 calendriers différents. Okay? Donc, ils peuvent se ressembler. Souvent, c'est les mêmes fériés, mais on gère les fériés pour les employés dans ressources humaines paramètres et on gère les fériés pour les enfants dans service de garde paramètres. Hein. Pour ceux qui ont eu la formation gestion frais de garde, vous le savez. Mais sinon, je vous l'indique ici, c'était quand même important d'avoir cette information-là, comme quoi c'est 2 calendriers distincts. Certains clients n'ont pas le module ressources humaines, ont le module service de garde ou l'inverse. Donc, on a préféré onglet gouvernement provincial. Enchaînons maintenant avec le 3e onglet des paramètres qui est gouvernement provincial. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Dans un premier temps, on a les coordonnées du ministère du Revenu du Québec. Dans la section du haut, on parle de la fréquence du paiement des retenues à la source. La grande majorité des services de garde, c'est 1 fois par mois. On va le voir, la procédure, comment faire nos remises plus loin dans la formation. Ici, c'est la fréquence. Est-ce qu'on veut que le logiciel sache que nos paiements, on va les faire 1 fois par mois, 2 fois par mois, 4 fois par mois, selon les indications du gouvernement provincial? Alors, puisque c'est 1 fois par mois pour la plupart, on va le laisser comme ça, mais si vous recevez une lettre du gouvernement provincial qui vous demande à partir de tel mois, souvent ils font en janvier, là, si votre masse salariale a augmenté ou est plus élevée, il est possible qu'ils vous le demandent sous une fréquence à 2 fois par mois. Alors, c'est ici qu'il faudra, avant le prochain mois où le gouvernement vous le demande, de mettre ça à 2 fois par mois. De cette manière-là, le logiciel va le savoir et il va vous permettre de produire 2 remises par mois. Toutes les payes qui ont été versées entre le 1er et le 15 et toutes les payes qui ont été versées entre le 16 et le dernier jour du mois. Autrement, c'est toutes les payes versées dans le mois. 4 fois par mois, c'est très rare. Je crois avoir vu 2 clients qui ont rencontré cette situation-là où on fait des payes à chaque semaine et des remises gouvernementales à chaque semaine. On va voir une masse salariale où on gère 4-5 installations.
de plusieurs millions de dollars de masse salariale. Donc, c'est sûr, ça pourrait arriver, mais c'est très, très rare, 4 fois par mois. Ensuite de cela, on a les numéros d'entreprise, le numéro d'entreprise du Québec, le NEQ. Donc, une fois qu'il est mis là, on n'a pas besoin d'y retoucher. Même chose pour le numéro d'identification et de dossier. Alors, si vous êtes en implantation, vous avez acheté le logiciel, ben oui, on doit mettre cette information-là, on va s'en servir, entre autres, lors de la production des relevés aux employés. Donc oui, c'est important de mettre l'information ici. Dans la section paramètres des cotisations, dans la section du bas, c'est en gros les tables d'impôt. On ne peut pas changer grand-chose ici. La cotisation employée au régime des rentes du Québec, en 2021, c'est 5,90 %. L'employeur cotise une fois ce que l'employé a cotisé. Il y a la cotisation annuelle maximale, on voit là que ça ne change pas à chaque année nécessairement. L'exemption annuelle au RRQ. Donc, c'est des données qui sont mises à jour par accès au service de garde. C'est les tables d'impôt. Donc, une fois par année, habituellement, avant la mi-décembre, on vous envoie une petite mise à jour qui va venir ajouter une ligne pour la nouvelle année ici, pour que vous soyez en mesure de faire une paye à partir de janvier, par exemple. Il y a un élément qui doit être mis à jour par vous, c'est la cotisation à la CNESST. Donc, c'est un taux différent pour chaque client. Donc, c'est votre responsabilité. Puis ça, c'est minimum une fois par année avant les premières payes de janvier, mais ça peut arriver tout au long de l'année qu'il y ait un changement de taux. Alors ici, dans la section du bas, il vous fait ajouter, clic droit, ajouter une ligne et dire à partir de telle date, le taux de CNESST est rendu tel pourcentage, de façon à ce que ça se fasse dans le cadre des prochaines payes. Si vous oubliez de le faire, il n'y a pas de rétroactivité qui se calcule. Il faut changer-le dès que vous vous en rendez compte. Et le plus ou moins à payer sera à faire lorsque vous allez faire vos sommaires de fin d'année. Autrement, il y a la cotisation au fonds de santé qu'on vous propose selon votre masse salariale de l'année précédente. Mais il est toujours de votre responsabilité de vous assurer que le taux de fonds de santé est aussi correct. On pourrait changer de masse salariale d'une année à l'autre, donc c'est à vous de le vérifier selon les normes de Revenu Québec pour le fonds de santé. À chaque année, dans notre section documentation, là, on publicise un document qui vous aide à calculer votre taux de fonds de santé selon votre masse salariale. Habituellement, c'est un taux si votre masse est en bas de 1 million. Entre 1 et 6 millions, c'est une formule qu'on doit calculer pour arriver à notre taux. Et 6 millions et plus, c'est un autre taux, par exemple. Donc, à vérifier aussi à ce niveau-là. Donc, c'est, disons, les deux qu'on peut modifier l'information. Le reste, encore une fois ici, ne peut pas être modifié. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, en résumé, on viendra ici minimum une fois par année pour s'assurer que notre taux de fonds de santé et CNESST est à jour et au besoin, on peut revenir à tout moment si la CNESST nous envoie un changement de taux. Alors voilà, ça termine pour l'onglet gouvernement provincial. Gouvernement fédéral. Quatrième onglet, donc gouvernement fédéral. Ça ressemble un petit peu à l'onglet gouvernement provincial. C'est les tables d'impôt. On a les coordonnées de l'Agence du revenu du Canada. Pour la fréquence, c'est exactement le même principe qu'expliqué pour le provincial. Si on reçoit une lettre de Revenu Canada qui nous demande de payer dorénavant nos remises 2 fois par mois, c'est ici qu'on peut le changer. Habituellement, on va essayer de coïncider les deux gouvernements sous la même fréquence. C'est pas obligatoire, mais ça vient vous simplifier votre gestion au niveau de vos remises gouvernementales. Alors, c'est sûr, si le fédéral vous demande dorénavant 2 fois par mois, vous pourriez toujours appeler le provincial, demander de procéder de la même façon. Ou inversement, vous avez la demande du provincial, vous pouvez appeler le fédéral pour demander si c'est possible de le faire sous la même fréquence que l'autre gouvernement.
Autrement, ça se gère bien quand même. C'est juste que vous allez faire 2 fois vos remises provinciales, une fois pour le fédéral plutôt que 2 si vous ne les faites pas coïncider ensemble. Mais c'est plus simple si on les met sous la même fréquence. En dessous, on a les numéros d'entreprise au fédéral sous la forme suivante avec le RP suivi de 4 chiffres. Plusieurs d'entre vous auront 2 numéros. Un numéro 1 et un numéro 2. On voit qu'il y a une place pour numéro 3, on ne se sert pas du numéro 3. Si vous n'en avez qu'un seul, c'est que vous n'avez pas de taux réduit d'assurance emploi. Soit parce que vous n'êtes pas admissible pour avoir en tant qu'employeur un taux réduit ou que personne n'a jamais fait la demande chez vous. La plupart des services de garde ont l'assurance collective, entre autres avec Desjardins Sécurité financière. Donc, vous avez un jour fait la demande pour un taux réduit. Et le gouvernement fédéral, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé votre taux réduit à un des 2 numéros. Okay? Donc, certains clients, le taux réduit, c'est le 2, d'autres clients, c'est le 1, selon ce que le fédéral vous a indiqué. Okay? C'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Donc, moi, dans ma base de données de formation, par exemple, j'ai mon taux numéro 1, on le voit dans le tableau en bas, c'est 1,4, c'est le taux régulier. Okay? Le taux régulier de l'assurance emploi pour l'employeur est le même pour tout le monde. Il n'a pas changé depuis plusieurs années, là, c'est 1,4. Tandis que le taux réduit, dans mon cas, moi, c'est mon numéro 2. Alors, je réitère le fait que vous, ça peut être l'inverse, là. Si vous avez un taux réduit, ça peut être votre 1. Donc, vous pouvez vérifier dans votre base de données. Là, si vous voyez ici le 1 il est plus petit que le 2, bien, ça veut dire que votre taux réduit, c'est le 1. Puis, je vais expliquer pourquoi c'est important que vous le sachiez. Tantôt, à la création de dossiers employés, on va en reparler. Alors, on a le taux réduit. En tant qu'employeur, on va payer moins d'assurance emploi que le taux régulier pour les employés qui détiennent l'assurance collective. Alors, c'est pourquoi que dans chaque dossier employé, on va devoir indiquer s'il est associé au numéro 1 ou au numéro 2. Alors, moi, dans mon exemple, dans ma base de données de formation, mon numéro 2, c'est mon taux réduit. Et à noter que le taux réduit, vous le recevez aussi une fois par année. Habituellement, là, un peu avant la fin de l'année pour que vous puissiez venir le mettre dans vos paramètres. Il change à chaque année. C'est le gouvernement fédéral qui vous envoie une lettre vous confirmant votre taux réduit pour la nouvelle année. OK, mais le taux régulier, lui, c'est le même pour tout le monde. Du moins, s'il change, c'est nous qui allons le mettre à jour. Alors, pour le taux réduit, ben, ça ne change absolument rien sur la paye de l'employé. C'est vraiment votre part d'employeur. Comme moi, mon taux réduit, c'est 1,225 actuellement. C'est pas en pourcentage, hein? On voit ici, c'est 1,225 fois ce que l'employé va payer. Alors, si mon employé paye, disons, 100 d'assurance emploi sur sa paye, ben moi, en tant qu'employeur, puisqu'il est sur l'assurance collective, au taux 1,225, je vais payer 122,50 ma part d'employeur quand je vais payer mes remises gouvernementales. Si mon employé n'a pas l'assurance collective, ben, je vais payer 140 parce que c'est 1,4 fois ce que l'employé a payé. Ça va pour ça? Alors, à vérifier chez vous. Si vous avez l'assurance collective puis vous n'avez pas de taux réduit, bien, allez faire une petite recherche sur Google. Inscrivez les mots-clés gouvernement fédéral, taux réduit d'assurance emploi. Il y a un formulaire de demande. Vous pouvez faire votre demande. La plupart des clients, c'est déjà fait. Mais je rencontre parfois des clients où ça n'a juste jamais été fait. Donc, vous avez cette possibilité-là, si vous êtes admissible, de payer moins d'impôts en tant qu'employeur pour vos employés qui sont sur l'assurance collective. Alors, on est responsable à chaque année de venir mettre le taux réduit. Pour les autres colonnes, c'est les mêmes barèmes pour tout le monde, les tables d'impôt. Donc, c'est non éditable. Je ne peux pas changer les autres, c'est-à-dire les autres informations. Et c'est nous, en même temps que la petite mise à jour pour les tables d'impôt avant la mi-décembre, comme j'expliquais pour le provincial, qu'on vient ajouter une nouvelle ligne ici pour la nouvelle année, de façon à ce que vous puissiez faire une première paye en janvier.
Alors voilà. Donc tantôt, quand on va voir la création de dossier de l'employé, je vais refaire le lien avec ce qu'on explique ici. Je vais expliquer à quel endroit on doit indiquer l'employé, est-ce qu'il est associé au 1 ou au numéro 2. Alors ça termine l'information qu'on devait voir ici pour l'onglet gouvernement fédéral. Onglet régime de retraite. Alors, 5e onglet de paramètres, régime de retraite. Alors, on retrouvera ici les coordonnées pour le régime de retraite. Morneau-Chapelle, donc pour les subventionnés principalement. Donc, en haut, on a information bancaire. C'est assez rare que on a les informations bancaires de Morneau-Chapelle. C'est plus l'inverse. C'est eux qui ont nos informations bancaires et qui vont aller prendre les sous dans notre compte lorsqu'on leur indiquera l'entente de paiement. Alors, très souvent, la section du haut n'est pas utilisée. C'était plus utilisé dans le temps où les remises de régime de retraite étaient avec AON. Depuis que c'est avec Morneau-Chapelle, ben, c'est plus eux qui vont prendre ou retirer les sous dans votre compte de banque. Le numéro d'agrément devrait déjà être là. C'est le même pour tout le monde qui apparaît à la case 50 au niveau de T4, qui est le 1099514. Si vous observez dans votre base de données qui n'est pas là, vous pouvez l'ajouter. Et la mise à jour de la cotisation pour la contribution des employés au régime de retraite, c'est Axéo Service de garde qui s'en occupe. Donc, en même temps que la petite mise à jour pour les tables d'impôt, un peu avant la mi-décembre, s'il y a un changement de taux, comme là on voit ici, ça fait plusieurs années que c'est à 6,6 % que les employés cotisent au régime de retraite. Si ça change, c'est nous qui allons le faire pour vous. Même chose pour le facteur d'équivalence. Pour l'année en cours, il est toujours à 0. Et lorsque Morneau-Chapelle publicise le facteur d'équivalence qui sert de calcul pour les relevés 1 et T4, c'est nous qui allons le mettre à jour en même temps que la petite mise à jour dont je parlais tantôt. Même chose pour les salaires maximum, la cotisation maximum hebdomadaire ou annuelle, c'est encore Axéo qui s'en occupe. Donc, en résumé, ici, il n'y a pas grand-chose que vous avez à faire, outre venir vérifier s'il y a eu un changement du taux en tant que tel pour le régime de retraite pour la nouvelle année. Et c'est toujours en décembre que ça se passe pour la nouvelle année. À partir de janvier, votre première paye, bien, votre ligne va avoir été ajoutée ici. Donc, automatiquement, la cotisation sera au bon pourcentage si ça a changé, évidemment. Alors voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire ici concernant la cotisation pour le régime de retraite. Onglet Item de paye. Le 6e onglet de paramètres à voir est l'onglet Item de paye. Nous avons plusieurs types d'items de paye. Comme vous pouvez le voir dans la documentation, nous en avons 6. Des items de type rémunération horaire, de type rémunération fixe, d'avantages imposables, de retenue à la source, de part d'employeur et de repas aux employés. Les principaux items qu'on va utiliser à l'intérieur d'une paye, ce sont les items de rémunération horaire. On reconnaîtra rapidement ici l'item principal, qui est l'item de régulier. Ensuite, autres items qu'on utilisera à l'occasion, les items de maladie, libération syndicale si vous êtes syndiqué, vacances payées en heures et tout autre item qui ont été créés soit par vous ou par le logiciel. En fait, en regardant les items de paye, vous remarquerez qu'il y a plusieurs colonnes. Vous avez la colonne poste qui indique où les postes comptables d'affecter. Quand vous voyez 3 petits points ici comme ça veut dire que c'est différent selon la catégorie d'emploi. Si c'est une éducatrice qualifiée, ça va aller dans un poste comptable. Si c'est une éducatrice non qualifiée, ça va aller dans un autre poste comptable. Alors, pour voir ces différents postes de catégorie d'emploi-là, on peut cliquer sur les 3 petits points ici. Alors, on voit par exemple pour éducatrice qualifiée, ça va dans le poste 6000, non qualifié 6010, etc., selon la catégorie d'emploi. Alors, du moment que c'est bien paramétré tout ça, à la base, ça devrait l'être. Donc, on aura en fait les bons postes qui seront affectés.
Il y a des postes où on ne voit pas les 3 petits points, comme par exemple les vacances payées en heures. Ben, c'est le poste 2230 qui est le poste de provision de vacances en tant que tel. On a la même chose pour les congés payés en heures qui se trouvent avec le 4,3 pour ceux qui sont syndiqués. Et fériés payés en heures, encore là, un autre poste comptable pour le 5,91 pour les employés qui le mettent dans une banque, dans une provision. Donc, ça va aller dans le poste ici 22-23, qui est dans Haute avantages sociaux à payer. Alors, c'est des numéros que vous pouvez modifier. Bien sûr, à la base, ils sont paramétrés pour respecter le guide du Grand Livre du ministère de la Famille. Ensuite, on a la colonne facteur. Facteur, c'est la correspondance en heures. Donc, si on met une heure de régulier dans l'état de la rémunération du personnel, ça va correspondre à une heure. C'est pas mal toujours une heure, comme on peut le voir ici. Il y a peut-être, si je descends en bas, le supplémentaire où on va voir la correspondance, c'est 1,5 heures. Et ça, c'est uniquement pour l'annexe 4, pour l'état de la rémunération du personnel. Ensuite, on a la colonne heures travaillées. Est-ce que les heures qu'on met dans le régulier, c'est pour des heures qui ont été travaillées physiquement? Oui. Donc, c'est pour ça que la case, elle est cochée. Les maladies, ben, l'employé n'est pas en poste, n'est pas physiquement au travail. Donc, c'est la raison pour laquelle heures travaillées n'est pas cochée. L'impact de la colonne ici, c'est encore une fois au niveau de l'état de la rémunération du personnel, puisqu'il y a une colonne dans le rapport financier annuel qui est demandé pour l'annexe 4 pour les heures travaillées versus les heures rémunérées. Donc, il y a les deux colonnes. Alors, c'est important que si vous créez vos propres items, comme moi ici, je vois l'item réunion. Ce n'est pas un item qui existe à la base. Puis ça, on peut le voir rapidement parce que l'item système n'a pas été coché. En fait, n'est pas coché. On ne peut pas cocher l'item système. Okay? La colonne système, ce que ça veut dire, c'est que si elle est cochée, c'est que c'est un item qui était créé par nos programmeurs à la base, donc qui venait avec l'achat du logiciel. Et si vous avez des items pour lesquels la case système n'est pas cochée, ça veut donc dire que c'est des items qui ont été créés par des gens chez vous, soit vous ou des collègues. Alors, dans l'exemple de l'item réunion, ben, on comprend que c'est un item qui a été ajouté au-delà de ce qui existait déjà à la base. Et on s'est assuré que heures travaillées était coché parce que c'est des heures qui doivent être comptabilisées comme étant physiquement au travail. La colonne banque d'heures, tout le monde en a 10 types d'items de paye banque d'heures. On ne peut pas en ajouter. C'est maximum 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est à vous de les nommer, à part l'item maladie. L'item maladie existe déjà à la base, mais les autres, si je regarde mon prochain qui est heure en banque, ben c'est moi qui l'ai renommé heure en banque. L'item banque férié reporté, c'est moi qui l'ai renommé. C'est pas le nom qu'il y avait à la base. À la base, les items de banque s'appelaient banque 2, banque 3, banque 4, banque 5. Et moi, je les ai renommés pour m'en servir. Il y a beaucoup de services de garde qui s'en servent que de 2 ou 3, c'est la moyenne. Il y en a qui ont les maladies, principalement, celui qui est déjà créé. Ensuite, les heures en banque. Habituellement, si vous permettez aux filles de mettre du temps en banque, bien, on va utiliser une banque d'heures pour les heures en banque. Ensuite, le troisième, le plus populaire, ça va être... souvent, on va voir banque fériée reportée, ou il y en a qui vont aller ventiler davantage, par exemple, banque heure de formation. Il y en a qui vont l'appeler banque congés sociaux ou congés mobiles, banque heure supplémentaire. Donc, c'est vraiment vous qui les nommez. C'est pas ici qu'on peut les renommer par contre. OK? Tantôt, on va voir l'onglet d'hiver. C'est un autre onglet de paramètres. C'est à cet onglet-là qu'on peut renommer les banques d'heures. Je peux vous le montrer rapidement. Si je viens à l'onglet d'hiver, on voit les 10 banques d'heures que tout le monde a accès. Alors, certaines d'entre vous, à partir de 3, ça s'appelle banque 3, banque 4, c'est parce que vous ne les avez jamais renommées ici.
Et d'autres clients, ben, vous en utilisez plusieurs, donc vous les avez renommés. Donc, c'est vraiment ici qu'on peut renommer les banques d'arbres dans l'intention de les utiliser. Ça, je vais en reparler un petit peu plus en détail tantôt quand on va arriver à cet onglet-là pour les paramètres. Alors, voilà pour les items de rémunération horaire. Vous avez ensuite la colonne défaut. Défaut, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous cochez les items, la case défaut, ça veut dire que quand vous allez créer les valeurs par défaut d'un employé, pensez aux employés que vous embauchez, quand vous arrivez à créer leurs valeurs par défaut, ben, le logiciel va ajouter ces 5 items-là par défaut. Ça fait du sens. La colonne défaut, par défaut, il va les ajouter. Sans quoi, ben, vous pouvez quand même les ajouter si vous n'avez pas coché la case défaut, mais il va falloir faire, par exemple, dans mon exemple, ici, j'en ai 5 par défaut qui seront mis, ben, j'aurai 5 clics droits ajoutés dans les valeurs par défaut de l'employé. Ça, c'est un onglet des dossiers employés qu'on va voir d'ailleurs quand on va voir la création de dossiers employés de A à Z. Alors ici, en fait, ce qui serait logique, c'est de venir cocher les items que vous utilisez dans votre service de garde la plupart du temps. Donc, venez les cocher par défaut. Si vous ne les cochez pas, ça n'empêchera pas leur utilisation. C'est juste de permettre de les avoir quand vous créez les valeurs par défaut de l'employé sans que vous ayez à les ajouter un à un. La colonne système, j'en ai déjà parlé. Et pour chacun des items, vous avez des sous-onglets où vous allez voir les retenues et parts de l'employeur. C'est toutes des cases admissibles aux impôts provinciaux, fédéral, fonds de santé, etc. C'est les tables d'impôts. Donc, la plupart des cases sont cochées en relation avec les items de paie de rémunération horaire. Même chose pour la provision et indemnité. Alors, est-ce que c'est admissible aux vacances, aux avantages sociaux? Est-ce que ça doit se déduire de la paie des vacances? Il y a l'item vacances payées en heure où ça va venir se diminuer de la paie des vacances, admissible congé, paie congé, admissible férié. Alors, quand vous décidez de créer, d'ajouter, parce qu'on peut ajouter des items de paie, comme je vous l'ai mentionné, moi j'ai ajouté réunion, bien, ça a été important à ce moment-là que j'aille cocher, parce qu'à la base, tous les items de déduction ne sont pas cochés. OK? C'est tout vide, les cases. Donc, c'est important. Puis, il y a un petit message d'avertissement qui va vous le rappeler si vous ne le faites pas. Mais n'oubliez pas, si vous créez des items, d'aller compléter les sous-onglets. Et si vous avez un doute sur une admissibilité, si ça doit être pareil comme le régulier, bien, référez-vous à l'item régulier, sinon à votre comptable, si vous avez un doute. C'est bon? Alors, ça, c'est les items qu'on va utiliser pour les heures qu'on veut rémunérer. Il existe aussi des items de rémunération fixe qu'on va utiliser, mais plus sur une base occasionnelle. Je peux donner quelques exemples ici. Par exemple, j'ai oublié de changer une employée d'échelon. Ça fait 2-3 paies qu'elle a eu, puis elle vient me voir, puis elle me dit « Ah, je comprends pas, il me semble que je devais changer d'échelon. » Puis si ça n'a pas été fait, je vois que je suis toujours à l'ancien échelon. Vous vérifiez, elle a raison. Bon, vous y devez des sous. Donc, est-ce que vous allez modifier les 3-4 payes ou les 2-3 payes du passé? Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez calculer manuellement le montant que vous lui devez et utiliser dans ce cas-là rappel de salaire admissible au régime de retraite. La plupart du temps, c'est admissible au régime de retraite. Si vous n'avez pas de régime de retraite, vous êtes non subventionné, bien, vous pouvez prendre rappel de salaire, mais non admissible au régime de retraite. Des gratifications, tout autre ajustement. Quoi d'autre? Les vacances. Vous avez un employé qui vous quitte, vous devez lui verser le solde de ses vacances courues et à payer. Bien, on va lui verser la balance en montant d'argent, pas en heures à ce moment-là. Quand elle prend des vacances en temps, on va lui payer en rémunération horaire. Mais quand elle quitte, c'est vraiment en rémunération fixe. Et vous allez voir, quand on va faire une paye tantôt, dans la rubrique pour le calcul et le versement de la paye, bien, je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez payer de la rémunération fixe pour les situations dont je suis en train d'énumérer. Il y a d'autres raisons, par exemple des allocations de retraite ou indemnités compensatrices de préavis qui sont plus rares, là, mais ça pourrait arriver selon ce qui peut être fait dans une paye. Ça aussi, vous pouvez en créer. Clic droit ajouter.
Et n'oubliez pas les sous-onglets, même chose que l'item de rémunération horaire, si vous en créez. L'exemple le plus fréquent que je peux mentionner pour lesquels les clients en ont ajouté ici, c'est de se créer un item pour les soldes pas de vacances, mais de maladies restantes au 31 mars. Alors, très souvent, on va verser ça en montant d'argent et ça ne doit pas être admissible au régime de retraite, ni dans la plupart des cas, ni à la cotisation syndicale. Donc, c'est pour ça que quand vous ajoutez ici un item, clic droit ajouter, vous nommez votre item. Ensuite, c'est important d'aller passer à travers chacun des onglets pour cocher les cases appropriées selon l'admissibilité de l'item. Ça va pour ça? Donc, voilà aussi pour les items de rémunération fixe. C'est rare qu'on a besoin d'en ajouter, mais l'exemple que je viens de donner est un bel exemple. Les avantages, les items de type avantage imposable. Pour l'assurance collective, tous ceux qui sont avec Desjardins Sécurité financière, c'est déjà pré-programmé dans le logiciel, donc vous n'avez pas à vous servir de ça ou mettre des montants pour les avantages imposables pour l'assurance collective. S'il y en a qui ont l'assurance collective avec une autre compagnie, autre que Desjardins, vous gérez manuellement la retenue à la source, donc c'est à vous de gérer aussi manuellement les avantages imposables. Quelques clients sont dans cette situation-là, mais la plupart, vous n'avez rien à faire parce que c'est déjà géré par l'assurance Desjardins dans notre logiciel. Les dîners, je pourrais parler des dîners en avantage imposable qui vient affecter la case 40 et la case V des relevés 1 et T4. Ça va souvent dans un poste d'autres avantages sociaux à payer. Par exemple, dans ce cas-ci, ça va dans le 2223. Et si on veut avoir l'item par défaut, on peut cocher défaut. Pour les dîners, il faut juste faire attention. Par contre, on a un type d'item qui s'appelle repas aux employés. Alors, habituellement, on va plus se servir de ce type d'item-là parce qu'ici, on va pouvoir mettre le montant en avantage imposable ou en retenue à la source pour les dîners que les employés prennent. Alors, habituellement, on va le programmer ici. C'est là qu'on va cocher la case défaut. Mais il faut avoir, si vous, par exemple, dans votre service de garde, c'est, par exemple, 3 $ en avantage imposable par dîner, ici, l'item existe déjà pour tout le monde de toute façon. C'est un item système. Puis, c'est plus dans l'item retenu aux employés ici qu'on va paramétrer le tout. Tout ce qui va rester à faire quand vous faites votre paie, c'est d'indiquer le nombre de dîners. Donc, ici, tantôt, on va le voir. De toute façon, le repas aux employés, c'est ici qu'on peut mettre le montant. Certains services de garde vont mettre un montant qu'en avantage imposable, d'autres vont mettre en retenue à la source, puis d'autres vont le mettre un petit peu dans un petit peu dans l'autre. Donc, c'est dans repas aux employés qu'on va tout indiquer ça, de façon à ce que tout ce qui vous reste à faire quand vous faites votre paie, c'est d'indiquer le nombre de repas que l'employé a pris. Et si vous avez Tiempo, comme vous avez appris dans la formation Tiempo, les employés vont indiquer dans Tiempo leur nombre de dîners, fait que ça va se synchroniser, tout ça, ça va se faire automatique. Voilà donc pour les avantages imposables. Les items de retenue à la source, on en a plusieurs, on les voit, les impôts, RRQ, tous ceux qui sont système. Est-ce qu'on peut en ajouter? Oui. Par exemple, moi, j'ai ajouté club social, parking, etc. Vous pouvez en ajouter les repas. Saisie gouvernementale, par exemple, si vous avez le gouvernement qui demande de saisir un montant à chaque paie sur la paie d'un employé, l'item saisie gouvernementale n'existe pas à la base. Donc, si c'est la première fois que vous avez cette situation-là, c'est à vous de venir ici, sélectionner retenue à la source, saisie ajouter, l'item saisie gouvernementale, et vous allez pouvoir à ce moment-là, dans le dossier de l'employé concerné, dans ses valeurs par défaut, tel qu'on va le voir tantôt, prendre cet item-là et mettre le montant à chaque paie que vous devez aller prélever. Même chose, autre bel exemple, pension alimentaire. Alors, s'il y a une demande que vous devez prélever les sous pour pension alimentaire, l'item à la base n'existait pas, donc c'est à vous de le créer ici. Outre ça, c'est assez rare qu'on aura en créer, mais c'est bon de savoir les principales raisons qui reviennent. Ensuite, on a les items de parts d'employeurs. Dans ce cas-ci, c'est juste pour vous montrer la liste des parts d'employeurs, mais on ne peut pas en ajouter. C'est programmé dans l'arrière-plan. Ça vous montre la description des parts d'employeurs avec les postes comptables d'affectés.
tout simplement. Et repas aux employés, c'est ce que je vous disais tantôt. Comme moi, dans mon service de garde fictif, là, c'est 1 $ en avantage imposable pour les dîners et 2 $ en retenue à la source. Alors, j'ai ajouté ici ma ligne repas sur laquelle j'ai indiqué que c'était 1 $ en avantage imposable, 2 $ en retenue à la source. Et j'ai coché à ce moment-là défaut, de façon à ce que quand je crée un nouvel employé, par défaut, ça met cet item-là dans son dossier. Et quand je vais faire la paye, l'employé m'indique son nombre de repas, que ce soit sur sa feuille de temps papier ou dans Tiempo, et le calcul va se faire automatiquement pour les montants d'achat. Alors, je dirais la grande majorité des services de garde aujourd'hui utilisent l'item de paie repas aux employés pour vous en faciliter la gestion. On sait bien que c'est pas trop compliqué. S'il y a 9 dîners qui ont été pris, c'est 9 $ en avantage imposable, 18 $ en retenue à la source dans mon exemple. Ça m'évite juste d'avoir à le calculer ou d'effectuer une erreur d'entrée de données du fait que j'ai rentré déjà les montants au préalable ici. Alors voilà, ça vous donne une bonne idée des différents items de paie qui sont disponibles dans le logiciel. Alors, comme j'ai indiqué, dans la plupart de ces types-là, vous pouvez en ajouter au besoin pour les avoir de disponibles dans la paie. Alors voilà, ça termine donc la portion pour les différents types d'items de paie qu'on retrouve dans les paramètres de ressources humaines. Onglet divers. Allons voir le 7e onglet qui est l'onglet divers. À l'onglet divers, nous devons cocher employeur indien si c'est le cas afin que les relevés 1 et T4 soient corrects. Et nous avons aussi le début de l'année de référence pour les vacances à payer. Dans la plupart des cas, c'est le 01-04 pour le 1er avril. Très souvent, ça va en coïncidence avec l'année financière qui est du 1er avril au 31 mars. Si vous avez décidé autrement, c'est ici que vous avez changé le jour et le mois où la bascule des vacances se fait de façon automatique. Donc, à la date indiquée ici, les vacances courues, on va le revoir, le principe de vacances un peu plus loin dans la formation, mais les vacances qui sont courues, c'est-à-dire qui sont provisionnées en cours d'année, automatiquement à la date ici, soit le 1er avril pour la plupart d'entre vous, iront dans les vacances à payer. Donc, disons qu'un employé a provisionné 3 000 $ de vacances du 1er avril jusqu'au 31 mars. Le 1er avril, automatiquement, ce 3 000 $-là va basculer du montant des vacances courues au montant des vacances à payer. Alors, si c'est pour changer votre mois de référence pour les vacances à payer, c'est ici que vous devez le changer. En dessous, vous avez les 10 types de banques d'heures qu'on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est ici que vous pouvez venir renommer les types de banques d'heures. Ce que j'ai peut-être pas mentionné lorsqu'on est venu faire un petit tour plus tôt, c'est les 2 dernières colonnes ici. Est-ce que c'est une banque où on peut cumuler du temps? Comme les banques d'heures, oui, on peut mettre en banque du temps. Donc, on va cocher pouvant être cumulé. Tandis que les maladies, on ne peut pas mettre du temps de maladie en banque. On part l'année avec un certain nombre d'heures, puis ça se diminue quand on prend des maladies, mais on n'en cumule pas à un moment donné dans l'année. Alors, c'est pour ça que la case n'est pas cochée ici. Et la dernière colonne, c'est est-ce qu'on veut que ça apparaisse sur la fiche de paie de l'employé, des employés? Si oui, on coche les cases en fonction des items qu'on veut qui apparaissent sur la fiche de paie des employés. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est que si on renomme une banque, comme si par exemple, si je l'appelle banque test 2 de formation, par exemple, bon, là, j'ai atteint la limite. Lorsque j'applique banque test 2 de formation, si je retourne dans l'onglet item de paye où on a vu tout à l'heure la description de nos banques d'heures, on le voit qui a été renommé ici, là. OK, on le dit un peu plus tôt, c'est pas ici qu'on les renomme. Si j'essaie ici, je serais pas capable pour les banques d'heures.
faut vraiment le faire via l'onglet divers. Donc, si par exemple, je dis, celui-là, on ne s'en sert pas, je vais l'appeler banque, on va corriger, banque 10, par exemple. À un moment donné, peut-être qu'on va s'en servir. Donc, si je reviens dans item de paie, on voit banque 10 est renommée en même temps. Alors voilà, donc comme j'ai mentionné plus tôt, certains clients centralisent tout dans une seule banque d'heures. Fait que c'est pas rare qu'on voit la banque de maladie plus juste heures en banque. Et il y en a d'autres qui préfèrent ventiler davantage, comme dans banque heures de formation. Donc, si la fille a pris, par exemple, elle a eu 3 heures de formation au-delà de son horaire de travail, vous donnez la flexibilité à ses employés de mettre en banque ces heures-là, vous pouvez vous créer une banque. Il y en a qui vont l'appeler heure de formation. Il y en a d'autres qui vont la centraliser, comme j'expliquais, dans heure en banque. Alors voilà, donc c'est pas mal ça pour l'onglet divers. Onglet assurance collective. Allons voir le 8e onglet qui est assurance collective. Alors ici, on retrouvera les coordonnées de Desjardins Sécurité Financière. Donc l'onglet assurance collective, c'est uniquement pour les clients qui utilisent Desjardins Sécurité Financière, ce qui est la plupart des services de garde au Québec. On va moins le voir dans le cas des garderies privées non subventionnées, en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est votre numéro de compte installation avec Desjardins et votre numéro de compte, si vous êtes bureau coordonnateur, vous avez un numéro de compte différent, vous pouvez l'indiquer ici. Ensuite de ça, en ce qui concerne l'année, parce que les primes d'assurance collective Desjardins que vos employés payent va en coïncidence avec l'année financière, soit du 1er avril au 31 mars. Donc ici, on voit actuellement la dernière année qui a été paramétrée au niveau des primes. C'est du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Alors, c'est Axéo Service de garde qui reçoit de Desjardins les primes de la nouvelle année. Donc, quand on va arriver en 2022, là, en février, début mars, gros maximum, on va vous envoyer une petite mise à jour pour que la nouvelle année vienne s'ajouter ici. Bon, on montre que ça inclut la taxe de vente de 9 le salaire maximum assurable et tout ça. Donc, ça, c'est nous qui s'en occupons. Alors, on vient ajouter, un petit peu au même titre que les tables d'impôt avant la mi-décembre, on vous envoie une petite mise à jour. On fait la même chose pour les primes d'assurance collective, étant donné que le montant change à chaque année financière. Alors, vous avez Axéo qui va vous envoyer une petite mise à jour pour ça. Par la suite, ça sera à vous de revalider la nouvelle année dans chaque dossier employé pour les primes. Il y a une action à faire pour ajouter l'assurance de nouveau pour la nouvelle année financière. Alors ici, qu'est-ce qui peut être vérifié? C'est justement un petit peu avant les premières payes d'avril, vous voulez vous assurer que l'assurance collective a été mise à jour avant d'aller dans chaque dossier employé pour ajouter une ligne d'assurance pour la nouvelle année. Vous pouvez venir vérifier ici. Est-ce que vous avez la nouvelle année qui a été ajoutée? Sinon, il faut patienter. Là, vous allez la recevoir assez rapidement habituellement. Mais il faut attendre que vous ayez la nouvelle ligne de la nouvelle année pour ajouter dans chaque dossier employé une ligne d'assurance pour la nouvelle année financière. Alors vous, est-ce que vous avez quelque chose à faire en tant que tel ici? Compléter les informations du haut, là, si ce n'est pas déjà fait, mais à chaque année, vous n'avez pas à revenir ici en tant que tel, outre le fait de vouloir vérifier si nous, on a mis à jour les nouvelles primes d'assurance collective. Pour ceux qui sont non subventionnés, qui ont de l'assurance, par exemple, toute autre compagnie d'assurance collective, ça va se gérer via un item de paie de retenue à la source manuellement. C'est vous qui allez mettre les montants. C'est juste que pour les CPE et services de garde subventionnés, c'est l'entente avec Desjardins Sécurité Financière et c'est les mêmes primes pour tout le monde. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'occupe du paramétrage des montants de primes. Vous, tout ce qui va vous rester à faire, et c'est d'ailleurs le dernier point de la formation qu'on va voir dans le cadre de la formation Ressources humaines 1, c'est comment ajouter l'assurance collective dans un dossier employé qui est avec Desjardins Sécurité Financière. Alors voilà, ça termine pour l'onglet Assurance collective. Onglet Échelle salariale.
Allons voir le 9e et avant-dernier onglet qui est Échelle salariale. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On peut indiquer le nombre d'heures à travailler pour les employés à temps partiel avant leur prochain changement d'échelon. Par défaut, c'est le 1664 heures, qui se trouve à être 32 heures par semaine. 32 heures fois 52 semaines à l'intérieur d'une année, ça fait 1664 heures. Donc, habituellement, les employés qui font 32 heures et moins par semaine, qui sont plus considérés à temps partiel, ben, on va c'est-à-dire paramétrer ce nombre d'heures-là par défaut. On va voir que quand on crée le dossier d'un employé, on peut modifier au besoin le nombre d'heures, advenant que l'employé a amené une preuve qu'elle a fait des heures dans un autre CPE ou un autre service de garde et qu'il lui en manque moins que le 1664 heures avant son prochain changement d'échelon. Mais ça, c'est du cas par cas qu'on gère dans le dossier des employés. Alors ici, c'est vraiment l'information générale. Alors, par défaut, c'est 1664 heures. Et on a dans la partie un peu plus bas, pourcentage d'heures pour créer le rappel de changement d'échelon. Le logiciel peut vous envoyer un rappel qu'on va voir plus tard dans le tableau de bord pour nous indiquer que l'employé est sur le bord d'atteindre son nombre d'heures. Et par défaut, ici, vous pouvez changer au besoin le pourcentage. Moi, je l'ai mis à 90 %. Il y a des clients qui le mettent à 95 %, dépendamment. Donc, si je prends ma calculatrice, par exemple, et que je fais 90 % de 1664 heures, ce que ça veut dire, c'est que quand l'employé aura atteint 1497,6 heures, bien, je vais avoir un rappel dans le tableau de bord qui va me dire, qui va m'indiquer qu'elle est sur le bord d'atteindre son nombre d'heures. Puis là, ben, il va me rester à calculer les heures restantes pour dire ben, c'est exactement telle journée en fonction de sa feuille de temps la plus récente qu'elle doit changer d'échelon et je vais pouvoir le programmer dans ses valeurs par défaut. Mais tout ce qui est en lien avec le dossier de l'employé, ça, on va le revoir là, dans le dossier de l'employé. Ici, j'explique juste le paramètre en tant que tel qui nous permet de modifier à la hausse ou à la baisse le pourcentage pour lequel on sera rappelé via le tableau de bord. Alors voilà, ça termine l'information qu'on pouvait indiquer ici dans l'onglet échelle salariale. Et nous voilà rendus au dernier onglet des paramètres qui est catégorie d'emploi. Alors allons voir cet onglet, catégorie d'emploi. Alors, si on retrouve pour les garderies subventionnées et CPE, on retrouve un copier-coller des catégories d'emploi du ministère de la Famille. Alors, on ne peut pas en ajouter si on a une version subventionnée CPE. Alors, on voit éducatrice qualifiée, non qualifiée, cuisinière préposée. Bon, c'est vraiment un copier-coller des catégories d'emploi du ministère. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est au moins mettre de l'ordre. Parce que l'ordre dans lequel on les retrouve ici, c'est l'ordre dans lequel on va les revoir à travers les différents dossiers ou même dans la paye. Alors, c'est sûr que si moi, je sais que j'ai pas d'aide éducatrice puis j'ai pas l'intention de l'avoir demain matin, bien, j'ai intérêt à l'envoyer en cliquant sur la catégorie aide éducatrice, ensuite sur la petite flèche plusieurs fois là, pour le descendre, la descendre la catégorie directement en bas. Comme ça, bien, dans la section du bas, je vais retrouver toutes celles que je me sers plus ou moins ou absolument pas. Et dans la partie du haut, c'est les catégories d'emploi que je vais me servir. Petite parenthèse pour les garderies privées non subventionnées qui utilisent notre logiciel. Dans votre cas, vous n'êtes pas tenu de respecter exactement les mêmes catégories d'emploi du ministère. Donc, à ce moment-là, ici, lorsque vous faites un clic droit de souris dans l'onglet catégorie d'emploi, vous avez la possibilité d'en ajouter au besoin. Si on est une garderie subventionnée ou un CPE, puis on aimerait avoir une catégorie d'emploi qui n'existe pas, bien, il faut en faire la demande au ministère. Et si elle est ajoutée officiellement, nous ferons la mise à jour aussi dans votre logiciel. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire ici pour la catégorie d'emploi. Et ça termine tous les onglets qu'on devait voir au niveau des paramètres du module service de garde. Alors si je fais un résumé, on va venir ici minimum une fois par année pour ajouter nos fériés dans les journées spéciales. De temps à autre, si nécessaire ou au besoin, venir à l'onglet, en fait, items de paye pour ajouter des items de paye. Peut-être voir où on est rendu dans nos opérations, l'onglet calendrier de paye. Et
autres raisons telles qu'on l'a vu, là, si on veut modifier d'autres paramètres. Alors, on va venir minimum une fois par année ici et à l'occasion pour toute autre raison, telle qu'on l'a vu là, dans les derniers petites sections, les dernières petites sections plutôt, dirais-je, pour les paramètres du module service de gamme. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant au prochain chapitre